Bonjour tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Anne Kramer. Je suis CSM Global chez Smart Testing. Comme vous l'entendez, je ne suis pas française, je suis allemande, donc je m'excuse pour l'accent et peut-être les quelques fautes de grammaire que je vais faire. Je vous accueille pour ce webinaire Test Design dans Excel. Pourquoi c'est absurde de couper des arbres avec une lime à ongles? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer par une histoire vraie que j'ai vécue il y a quelques mois et que je n'arrête pas de raconter quand j'ai l'occasion, euh, parce qu'elle motive bien ce que nous faisons dans le test. Il y a quelques mois, je voulais connecter mon téléphone portable via SmartLink à mon ordinateur pour transférer des images. Alors pour ça et pour ce faire, j'ai vu afficher sur l'ordinateur le code, et c'était W2J357 que je devais saisir sur l'autre appareil, sur le téléphone portable. Bah, vous le voyez venir? Voilà les claviers que j'ai eus. Donc, avec mon code W2J357, je ne suis pas allé bien loin. Il n'y avait vraiment pas de possibilité de rentrer des caractères. Et je raconte cette histoire parce que je trouve que cet exemple est très révélateur. Et il nous montre que tout ce que nous avons appris sur le test, tout ce qui est important, a vraiment sa valeur. Il est important de faire des tests systématiques. Vraiment réfléchir à quelles sont les différentes situations qui peuvent arriver et qu'on devrait vérifier. Il faut tester à plusieurs niveaux. Parce que ce que j'aime bien avec cet exemple-là, les tests unitaires ont tous été très bien, probablement même les tests d'intégration, mais le test système et dans ce cas même le test de bout en bout, il n'y en avait pas un eu et du coup c'était inutilisable. Donc il faut accorder au test du temps, du soin et un budget. Ça, je trouve que c'est important de se le rappeler. Autant plus que chez Smart Testing, nous l'avons compris, c'est la vocation de l'entreprise. Nous développons des produits innovants qui permettent aux testeurs de bien accélérer la conception, l'automatisation, la maintenance des tests fonctionnels. Et moi, mon rôle dans tout cela, c'est que je suis responsable pour nos clients en Allemagne et ailleurs, mais hors France. C'est pour ça que c'est le Global CSM. Et je m'occupe des clients YEST, notre outil de conception de tests visuels. Peut-être encore un mot sur comment poser les questions dans le webinaire. Je me reviens bien, il y a deux possibilités. Il y a le chat, mais il y a aussi la possibilité d'écrire les questions et les réponses. Et, Amélie va me lire les questions quand il y en a. Et s'il vous plaît, quand vous avez des questions, si vous avez des questions, posez-les directement. Interrompez-moi parce que je préfère ça à une séquence de questions-réponses à la fin, qu'on va quand même faire, hein, mais quand il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, là, maintenant, posez la question. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? J'avais pensé qu'on va regarder quatre aspects. D'abord, on va regarder de quoi nous avons besoin pour le test et pour le test design. Ensuite, nous regardons les avantages et les inconvénients d'une approche à faible maturité. C'est comme ça que j'ai appelé l'approche basée sur Excel. Il n'y a pas que les inconvénients, hein, ça je dois l'admettre. Donc, il y a aussi quelques avantages dont on va parler. Ensuite, on va regarder un peu plus de maturité un peu plus élevée. Donc, ce n'est plus la lime à ongles, c'est vraiment la scie à chantonner. La conception des tests dans un outil ALM. Et finalement, je vais présenter YEST comme l'IDE du testeur, vraiment la scie à moteur qui permet de couper des arbres de façon très efficace. Mais d'abord, place à la parole à vous. On a préparé un sondage que je prie Amélie à mettre dans le chat. Tu le lances comment? Oui, oui, je le lance, ça y est. Euh, Ah, voilà. Comment évaluez-vous votre processus de test dans son ensemble? Hum.
moi, je ne peux pas voter. Comment je vois les résultats alors? C'est moi qui vais les partager. D'accord. Alors, à très grande majorité, c'est la maturité moyenne à 71%. 71%. Ouais, 71% maturité moyenne, maturité élevée 14% et maturité faible 14%. C'est à égalité. D'accord. Donc, la création de tests se fait de bonne foi. La chaîne d'outils n'est pas continue. Mais voilà. Mais les exigences sont gérées dans un outil et la bonne couverture des exigences est vraiment le but. C'est très bien. C'est, et ça, c'est un bon un passage vers la question de quoi avons-nous besoin? Que ce n'est pas un hasard que les exigences sont déjà bien traitées, parce que les exigences, je dirais, ça, c'est la première chose dont on a besoin dans le test. Et par exigence, je vais dire vraiment qu'est-ce que le produit devrait faire. Ce n'est pas forcément des exigences dans une spécification. Ça peut être le product backlog et une compréhension commune. Ça peut être plus ou moins formalisé, mais nous avons besoin d'une part de mesure pour la qualité du produit. Et ça, c'est justement les exigences. Ensuite, nous avons besoin des cas de test. Les cas de test comme conteneur pour nous aider. Quelque part, il est utile de documenter qu'est-ce qu'on a pensé bien à regarder quand on veut tester. Est-ce qu'on a regardé les cas d'erreur? Est-ce qu'on a regardé les différentes classes de partitions d'équivalence? Donc, les cas de test, ça, c'est un représentant de nos idées de test. Ensuite, nous avons décidément besoin des résultats d'exécution, parce que sans les résultats d'exécution, nous ne pouvons pas évaluer la qualité du produit. Nous voulons savoir si les tests sont réussis ou s'il y a un échec, un problème. Et finalement, moi, je dirais qu'on a aussi besoin de métriques. Des métriques facilement accessibles par ceux qui aiment bien les métriques, donc les managers. Et pourquoi ça? En tant que testeur normal, a priori, je sais où j'en suis avec le design de mes tests et l'exécution, mais je ne veux pas être interrompu tout le temps. Donc, pour pouvoir travailler en toute tranquillité, il est important de prendre aussi en compte le management, qui, lui, a un besoin plus poussé de savoir l'état d'avancement et les résultats. Et donc, plus c'est facile d'accéder à ces métriques, plus je peux faire mon travail tranquillement. Mon travail consiste à justement comprendre les exigences, à les clarifier et à écrire les cas de test. Avons-nous vraiment besoin d'une spécification de test détaillée? C'est une question qu'on peut vraiment se poser et qui a plusieurs réponses. Ça dépend. Parce que je peux me trouver dans un environnement de travail où je suis, par exemple, dans le monde biomédical, où rien que pour obéir aux lois et aux standards, je dois documenter les étapes détaillées de mes tests. Mais je peux très bien aussi me trouver dans un environnement où je ne suis pas aussi régulée et où il suffit d'avoir le cas de test comme conteneur de l'idée. Et ensuite, je fais des tests, les testeurs savent très bien, et je documente directement le résultat d'une exécution manuelle, ou alors je passe directement à l'automatisation. J'écris des scripts qui, eux, sont peut-être un peu plus documentés, et j'obtiens les résultats des scripts, mais je n'ai pas une spécification pas à pas, clique sur ce bouton, remplis ce texte-là, etc. Je dirais, non, ça, ce n'est pas, cette spécification détaillée n'est pas ce qui compte le plus dans le test. Et pourtant, c'est ce qui est le plus visible, parce que ça prend énormément de temps d'écrire ce genre de spécification détaillée.
Et c'est aussi c'est là où va l'argent et c'est là où va le temps et c'est ça qui a le plus d'attention. Mais le plus important que les testeurs font, c'est en fait de continuer l'ingénierie des exigences. On dit souvent que c'est les deux côtés de la même médaille, mais ce n'est pas une bonne image, parce que les deux côtés d'une médaille ne peuvent pas se regarder. Alors que l'ingénierie des exigences et le test de design peuvent très bien se regarder, sauf qu'ils ne le font pas. Les uns regardent plus à gauche sur les exigences, les autres regardent à droite sur les résultats d'exécution. Mais a priori, le test design, pour moi, c'est une continuation des exigences. OK, c'est peut-être un peu provocateur, hein, parce que les deux disciplines ne sont évidemment pas tout à fait pareilles. Mis à part le degré d'attention qu'ils obtiennent de la part du management, hein, tout le monde regarde le PO, qui est l'oiseau rouge, le cardinal dans cette image. Le niveau de détail de ce qu'on fait est aussi différent. Nous parlons pas des user stories, nous parlons plutôt des critères d'acceptation des user stories. Et même parmi les critères d'acceptation, on parle peut-être de ce cas particulier d'erreur qui doit aussi être traité. Donc, ça peut être très, très détaillé. Mais c'est quand même assez souvent le business analyst, le product owner ou la product owner qui connaît la réponse, parfois même pas, mais c'est à cette personne-là de donner la réponse. Et c'est les testeurs qui relèvent la question. Mais comme j'avais dit, le niveau d'attention est très différent. Mais nous, les testeurs, comme les moineaux, on sait super bien s'adapter. On fait avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a? On a Word ou Excel, on a Jira, ou plutôt X-Ray ou Zephyr dans Jira. On a peut-être OpenText ALM, pas les tout à la fois, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. On peut travailler avec Azure, avec Polarion, avec d'autres outils ALM ou de gestion de cas de test. Alors, comment ça a l'air? Ben, la conception des tests dans Excel peut avoir l'air comme ça. J'ai une fiche Excel et là-dedans, j'ai les différentes colonnes et j'ai plusieurs cas de tests à la suite avec les étapes de test et les résultats attendus et peut-être aussi le résultat obtenu comme réussi ou échec. Le choix des colonnes dépend du contexte du projet. Ça peut être même dans une même organisation, il peut y avoir différents modèles pour Excel. J'ai aussi déjà vu des cas de test dans Excel où il y avait différents fichiers Excel par test. Enfin, chaque test était un fichier Excel. J'ai vu chaque test était un onglet dans Excel. Et j'ai même vu que chaque ligne dans Excel était nommée un cas de test. Donc, il est super important quand on utilise Excel de bien clarifier qu'est-ce qui est un cas de test, notamment quand on travaille avec des consultants externes qui rentrent dans le projet. Ils ont peut-être une idée très différente de qu'est-ce que c'est un cas de test. Alors, pourquoi Excel a aussi ses avantages? Parce qu'il nous permet de mettre des attributs. Donc, on rajoute juste des colonnes comme priorité, module, des exigences liées. On peut planifier des itérations, ce qui est aussi juste une colonne avec, on dit, ça, je veux le faire dans la première itération, ça dans la deuxième itération de test. Je peux faire des diagrammes avec ou même des tables de pivot que j'ai fait ici. Donc, le nombre de cas de tests qui ont réussi ou échoué pour le module A ou pour le module B. Et ça répond à ce besoin de métrique. Donc, on peut déjà faire énormément de choses avec cette lime à ongles. Et ça a l'avantage d'avoir peu de frais supplémentaires. Et je dis peu, pas de frais supplémentaires, parce que bien gérer le modèle du template est quand même aussi du travail. Créer ces diagrammes est aussi du travail. Donc, ce n'est pas sans frais. Mais au moins, je ne paye pas de frais de licence parce que probablement, j'ai déjà payé pour Excel. C'est super flexible et je n'ai aucune administration, besoin d'aucune administration. Mais, de l'autre côté,
tout est à configurer parce que je pars vraiment d'une feuille blanche. Il n'y a pas de démarche collaborative et je n'ai aucune aide à la conception des tests. Parce que ce que je viens de montrer, c'est l'implémentation des tests. En tout cas, ce qu'on voit, c'est l'implémentation. On a écrit les différentes étapes et les résultats attendus. Mais ça, c'est déjà la mise en œuvre et pas la documentation de l'idée de ce que je veux tester. Et si on parle de cette prémisse que le test design, la conception des tests, ça c'est vraiment le moment où je réfléchis qu'est-ce qui serait judicieux de vérifier. Et l'implémentation du test où j'explique comment je veux le faire pas à pas. Je voudrais bien savoir comment vous voyez les choses. Donc, Amélie, s'il te plaît, si tu pouvais lancer le deuxième sondage. Vous pouvez cocher plusieurs cases. Alors, ils sont en train de répondre. Ah oui, j'ai mis des sondages avec beaucoup de texte, je sais. Pour le moment, on est à 50-50 entre votre organisation perçoit et valorise la conception de tests comme une activité importante et votre processus favorise cette séparation entre la conception et l'implémentation des tests. Et personne... Ah, bon, voilà, c'est en train de changer. On est à 43% pour les deux premières solutions et puis 14% pour la dernière. Je vais partager les résultats. Et voilà, on est à 43, 43, 14. Très bien. Bah, je félicite tous ceux qui ont l'impression que l'organisation soutient le test design. Ça, c'est, à mon avis, quelque chose de très important que les managers comprennent qu'est-ce que c'est et que c'est là où réside la valeur. Je conteste un petit peu que le BDD remplace le test design parce que il a quand même lieu. Il est juste caché dans l'approche BDD. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention, pas tellement dans la façon de travailler, mais dans la façon de présenter le travail. Il faut faire vraiment attention de faire ressortir que ça, c'est une activité prolongée de l'ingénierie des exigences. OK, regardons l'approche de maturité moyenne quand j'ai des cas de test, par exemple, dans X-Ray. Bon, X-Ray, j'ai déjà en général une configuration prédéfinie qui est faite par un admin de Jira. Je peux travailler en parallèle, ça c'est très bien. Et j'ai la traçabilité avec les exigences, les user stories ou autres items, enfin, tickets Jira. Ça, c'est déjà une aide énorme. C'est une très bonne métrique d'abord. Et ça nous aide aussi à mieux savoir qu'est-ce qu'on voulait tester et à mieux juger si on l'avait fait de façon exhaustive. Enfin, exhaustive, il faut faire attention parce que le test exhaustif n'est pas possible, mais aussi exhaustif que nécessaire. Mais côté test design, ça a l'air un peu pareil. Je n'ai plus les colonnes dans Excel, mais j'ai toujours un champ pour l'action, un champ pour les données, un champ pour le résultat attendu. La gestion des tests dans X-Ray, il y a un bon support. Ben, c'est fait pour.
J'ai donc les différents rapports, je peux faire, en quelques clics, j'arrive au cas de test qui a échoué. Et ce n'est pas uniquement vrai pour X-Ray, il en va de même pour les autres outils de gestion de test ou des outils ALM. Tous ceux sont faits pour justement soutenir la gestion des tests. Et encore une fois, les avantages et les inconvénients de notre scie à champ tourné. C'est parfait pour le management, certainement un avantage. Pour nous, les testeurs, la traçabilité favorise la couverture. Il est beaucoup plus facile de juger la couverture. Et l'implémentation des tests, ça je l'ai mis dans la fausse colonne, je me rends compte. Elle est plutôt fastidieuse, ça devrait être à droite. Elle est possible, mais elle n'est pas, ce n'est pas un point pour. Donc, faudrait voir ça comme un négatif. Et comme autre négatif, je vois qu'il n'y a pas vraiment de changement d'état d'esprit. On pense toujours qu'un test, c'est les étapes qui le représentent. On ne fait toujours pas ressortir cette idée globale qu'un test a. Et pareil, il n'y a aucune aide à la conception de tests. Je n'ai pas de génération d'étapes de test pour une partition d'équivalence, par exemple. Revenons à la scie à moteur. YEST. Pour tous ceux qui ne connaissent pas YEST, YEST est l'extension de la chaîne de production des tests qui, justement, est l'outil qu'il faut pour le test design, vraiment pour la conception des cas de test. YEST n'est pas un outil de management de test. Pour ça, on a Jira ou les autres. YEST n'est pas non plus un outil d'exécution, d'automatisation. Pour ça, on a également une panoplie de produits qui sont très utiles et chaque organisation fait son choix. Dans YEST, je conçois les cas de test pour ensuite les publier dans un outil de management, de gestion des tests ou dans un outil d'exécution. Les principes de la conception des tests avec YEST. D'abord, je pars du principe visuel. J'ai des parcours applicatifs que je dessine et ça représente mon idée, comment je veux tester. C'est un peu l'équivalent des scénarios BDD qui me servent aussi de clarifier les exigences en détail. Les parcours applicatifs ont l'avantage d'être visuels, donc plus facile à comprendre, plus agréable aussi à lire, plus agréable à discuter ensemble. Et ils représentent plusieurs scénarios parce qu'on a une bifurcation, différents chemins possibles pour traverser ce parcours applicatif. Pour chaque action dans le parcours applicatif, on met l'étape de décision. Dans l'étape de décision, je retrouve les étapes de test, mais à un très haut niveau. Là, je parle vraiment de cette idée, j'ai des classes d'équivalence, je veux tester pour telle gamme de produits, il doit y avoir ce comportement et pour une autre gamme de produits, il doit y avoir un comportement différent. Dans ces tables de décision, on met alors les règles métiers, on met les étapes et les résultats attendus, et on met aussi les liens de traçabilité ainsi que toutes les autres informations. Ici, j'ai toutes les libertés que j'ai aussi dans Excel. Donc, je retrouve des avantages de configurabilité que j'avais dans Excel. La troisième étape, je peux, si je le veux, mettre les implémentations détaillées. Donc, je peux vraiment décrire qu'il faut cliquer sur un bouton et remplir un texte, mais je ne dois pas. Et ça, c'est aussi un avantage. Si je n'en ai pas besoin dans mon processus, je ne dois pas le mettre. On appelle YEST l'IDE du testeur parce que ça fournit un certain nombre de fonctionnalités qui m'aident à mieux écrire mes cas de test et à plus facilement les maintenir.
Donc, on a une analyse automatique d'impact. Par exemple, quand le parcours change, je vois quel cas de test est impacté et Jest m'aide à les remettre conforme, rendre conforme au parcours applicatif. Si je fais un changement, parce que, par exemple, il y a une formulation qui a changé ou un label a changé de nom, Jest propage ce changement partout où ce label est utilisé. J'ai l'autocomplétion. Une fois tapé un texte, je ne dois pas l'écrire une deuxième fois. Jest me le propose et il suffit de le sélectionner. Je peux faire une automatisation en mettant des mots-clés. Et comme ça, j'ai donc un passage facile vers l'automatisation. Et je peux même faire des allers-retours, rester avec le test manuel, faire de l'automatisation. Ça change, je reviens vers le test manuel parce que Jest permet de publier les deux, les tests manuels et les tests automatisés, basés sur le même parcours. Parce que ça, j'ai oublié de dire, Jest génère des cas de tests à partir de ces scénarios et de ces tables de décision. Et il y a aussi les possibilités de refactoring, c'est plus récent et on intègre l'IA dans Jest, donc bientôt il va y avoir la possibilité de prendre des cas de tests existants dans Jest et de les améliorer, de les refactorer, de trouver des redondances, de le rendre visuel. Et ainsi pouvoir passer d'une spécification plutôt traditionnelle des cas de test vers cette approche visuelle dite model-based testing. Et c'est l'animation qui aurait dû montrer ça en premier. Il y a la génération automatique des tests et d'ailleurs aussi des données pour mes cas de test. Alors, les avantages, je vois bien sûr que des avantages. C'est qu'avec la visualisation et cette façon d'avoir le parcours applicatif avec les tables de décision, ça suit le principe du divide and conquer. Donc, je peux diviser la complexité pour mieux la maîtriser. Je peux aller du plus large au plus particulier. Ça veut dire qu'en fait, au début, quand on commence à développer un système, on sait en gros comment ça va fonctionner, mais on ne sait pas encore les détails. Alors, on décrit d'abord en gros, et ensuite, une fois que les détails sont connus, on peut aussi rajouter les détails. Vu que le refactoring des tests est plutôt facile, ça me permet cette approche en venant du général vers le spécifique. Et bien sûr, c'est un gain de temps. Un gain de temps, un gain de productivité aussi parce que Jest permet de générer un cas de test assez petit avec une bonne couverture quand même. Après, il y a aussi la possibilité d'avoir le parcours dans Jira. Donc ça, c'est notre add-on gratuit d'ailleurs, Jest for Jira, où je peux avoir le parcours et le partager avec tout le monde dans le projet. Et je vois aussi les tables de décision dans Jira, même si je ne peux pas les éditer directement dans Jira. J'ai une véritable aide à la conception des tests parce que Jest me permet vraiment de penser règles métiers. C'est ces tables de décision qui font qu'on pense en test design. Et finalement, c'est augmenté par l'IA, donc il va y avoir des fonctionnalités IA dans Jest qui vont permettre déjà de passer à l'approche visuelle, mais aussi d'améliorer les cas de test existants. Voilà, ça, je suis pile poil une demi-heure. Je suis arrivée à la fin. Il n'y a pas eu de questions dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? Quelqu'un veut défendre son approche PDD? Ah, je vois une question. Non? Oh, oui. Merci pour la présentation. Ah, d'accord. Voir la vidéo et discuter en interne. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci aussi de ma part. Et à bientôt, à la GFTL peut-être.
Merci. À bientôt. Bientôt, au revoir.